Bonjour, je suis Franck Daou et par cette courte vidéo, je vais essayer de vous introduire la notion de série de Fourier. Alors avant d'aller plus en avant, je vais essayer de recadrer un peu ma présentation, vous disant pourquoi on a besoin de cet outil, notamment pour faire de l'ARF. Alors je vais reprendre en fait la description que je vous ai donnée. Cette description, vous avez vu que votre projet tournait à partir d'un radar. Vous avez dû voir en fait que le principe du radar, c'était quelque part de générer une impulsion. Euh, Alors cette impulsion, elle a des caractéristiques. Rappelez-vous un peu de la présentation que vous avez eue sur l'introduction de votre projet. Et on vous a raconté, en fait, qu'un radar, ça, en fait, euh, générait des impulsions, alors plus ou moins répétitives. Je vais supposer qu'elles sont répétitives, avec une période qu'on va appeler une période de récurrence. Donc en fait, ici, en fait, je vais reprendre cette période, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que le signal se répète. Et en fait, c'est pas vraiment ça que produit un signal radar, mais c'est en fait une sinusoïde, en fait, et qui est à l'intérieur de cette impulsion. Donc le vrai signal produit par le radar, en fait, c'est ce que vous avez ici en rouge, euh, voilà, globalement, et ce signal se répète. Alors, vous allez me dire, ok, mais vous allez voir que pour pouvoir dimensionner en fait euh, notre, notre système, alors en fait, ça veut dire quoi dimensionner c'est par exemple dimensionner les antennes, hein, puisque c'est ce qui va nous intéresser dans ce premier module. On a besoin de connaître la bande de fréquence du signal. Et on a aussi besoin de connaître la bande de fréquence et sa fréquence, que je vais appeler ici centrale, sa fréquence qu'on pourrait aussi appeler porteuse. Donc j'ai besoin en fait de ces deux informations pour pouvoir déterminer. Alors quand je dis déterminer, c'est choisir euh, les antennes que je vais utiliser. Alors faites attention à cette notion. La bande de fréquence, en fait, c'est typiquement, alors je vais prendre un exemple. On va prendre une antenne, par exemple, de type à peu près Wi-Fi. On va supposer que cette antenne fonctionne entre 2,4 GHz et 2,45 GHz. Et bien ici, sa bande de fréquence, ça va être en fait 2,45 moins 2,4 GHz. Et la fréquence centrale, que j'appelais ici éventuellement la porteuse. Hein. Donc là, vous voyez, vous avez un écart de fréquence. Et la fréquence porteuse, ben, c'est tout bêtement la valeur moyenne de cette valeur. Donc c'est 2,45 plus 2,4. Alors tout ça, bien évidemment, en GHz, divisé par 2. Donc vous voyez, faites déjà la différence entre une bande de fréquence qui a une largeur d'un signal. Hein. Donc si je reprends ça sur un aspect fréquentiel, là vous allez avoir 2,4 GHz, là vous allez avoir 2,45 GHz. Ça, c'est ce qu'on appelle la bande de fréquence. Excusez-moi. Et ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle la fréquence porteuse, la fréquence centrale, ce qu'on a défini ici comme étant F0. Donc j'ai besoin de ces deux informations pour pouvoir en fait dimensionner mes antennes et je connais la nature de mon signal radar. C'est là c'est une expression que vous allez voir qui est ici dans le domaine temporel, alors que je vais avoir besoin d'une information ici dans le domaine fréquentiel. Là, j'ai de la fréquence, et là
j'ai du temps. Donc tout ce qu'on va voir ces 2 premières semaines, c'est comment passer du domaine temps vers le domaine fréquence et du domaine fréquence vers le domaine temps. Voilà. Bon, ça c'était vraiment une introduction et pour vous recadrer un peu cette étude un peu mathématique dans le contexte de la mesure RF. Alors je vais revenir un peu à mes slides. Donc bien évidemment, c'est transparent, vous allez le retrouver sur le cours en ligne, hein. Donc là, il y a vraiment pas de difficulté. Et je vais passer un peu sur mes objectifs, en fait, ce que je vais essayer de vous amener aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la différence entre le domaine temporel et le domaine fréquence. Donc là, vous voyez, je vais essayer de prendre un stylo quand même, ça serait un peu mieux. Et puis on va prendre, voilà, on va se mettre en noir, entre le temps et la fréquence, hein. C'est vraiment ces notions-là. On va essayer d'amener aussi du vocabulaire. On va essayer de voir ce qu'est un spectre latéral, ou alors latéral ou monolatéral et bilatéral. On va parler de décomposition en série de Fourier. Alors ça, je pense que vous l'avez déjà fait. Prochainement, on parlera de transformée de Fourier. On va essayer de voir que les unités des spectres, si c'est des séries de Fourier, est différent de l'unité du spectre lorsque je suis en transformée de Fourier. On va essayer de voir aussi comment, à partir de ces représentations, soit temporelles, soit fréquentielles, on est capable de déterminer la puissance d'un signal, puisque ça c'est important aussi, puisque cette puissance, on aura besoin de la mesurer. Et puis, dans les slides suivants, dans les cours prochains, on verra des notions qui ne sont pas simples, qui sont les notions de convolution. Et puis on parlera aussi de peigne de Dirac. Bon, ça sera dès la semaine prochaine, ça sera pas, ça sera pas cette semaine. Alors on va commencer par des choses que vous connaissez. On va parler ici, alors typiquement en termes de vocabulaire, c'est ce qu'on appelle une onde continue. Alors on la note souvent CW, et une onde continue, c'est ça. C'est soit un cosinus, puisque ici vous avez le cosinus, soit un sinus. Et c'est en fait l'un ou l'autre. Et le type de l'onde, c'est ce qu'on appelle une onde CW, continuous wave, pour onde continue. Cette onde continue, elle est caractérisée par différentes valeurs. Alors je pense que vous connaissez tous sa forme mathématique. Alors je vais essayer de diminuer un peu mon curseur. Si je prends en fait ce qu'il y a ici, cette forme mathématique, je peux l'exprimer. Ici, vous êtes avec une variable de temps. Donc ça va être une tension que je vais exprimer en fonction du temps. Elle dépend d'une valeur constante qui est en fait son amplitude, que vous retrouvez ici, multipliée par une fonction mathématique, qui est ici un cosinus, qui est multiplié par quelque chose qui dépend de la fréquence, de pi f 0, t. On rajoute quelquefois un angle. Alors là, dans ce cas-là, comme on est en présence d'un cosinus, cet angle est nul. Et vous avez en fait les paramètres qui vont caractériser cette forme d'onde. Alors si je le reprends, ce paramètre, c'est le paramètre grand A, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Son unité, bien évidemment, ça va être ici des volts. Alors, je vais prendre ça à peu près plus proprement quand même. Ça va être des volts. Vous avez une autre grandeur qui va être importante, ça va être ici ce que j'ai appelé F0. Voilà, appelé ici F0. Vous savez que c'est la fréquence. Alors il y a des termes qui dépendent de ces deux paramètres, qui sont l'amplitude et la fréquence. C'est ce qu'on appelle la pulsation. La relation entre la période, c'est-à-dire la grandeur temporelle, et la grandeur fréquentielle, vous l'avez là. Relation entre T et F, T égale 1 sur F, donc ça je pense que vous l'avez tous déterminé. Et une valeur que vous connaissez mais qu'on ne représente pas directement, c'est en fait sa valeur efficace. La valeur efficace, c'est aussi une unité qui vont être
là aussi, des volts, et c'est l'amplitude divisée par racine de 2. Voilà. Alors si j'avais voulu représenter un sinus, j'aurais rajouté ici une phase, et ça va être un peu l'objectif du transparent suivant. Alors là, vous avez en fait toujours les deux mêmes formes, et je vais m'intéresser maintenant au sinus, et on va essayer de trouver la relation qui existe entre le sinus et le cosinus. Alors, vous voyez tout de suite que l'amplitude ne va pas changer, hein, les deux formes d'onde ont la même amplitude. La fréquence ne va pas changer puisque la période, hein, le moment où les formes d'onde se répètent, sont identiques. Donc le seul truc qui va changer sur notre forme que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est en fait la notion de déphasage. Cette notion de déphasage, vous le reverrez avec Françoise, est reliée en fait à une notion qu'on appelle un retard ou une avance. Donc là, je pense que vous voyez tous que le signal et ce signal-là, le signal sinus, est en retard par rapport au signal cosinus. Donc en fait, si on est en retard, vous allez avoir en fait ici cette information et le déphasage ici, vous avez un retard qui est de t sur 4. Hein. Vous voyez bien que entre, alors je vais vous l'expliciter peut-être un peu plus ici, vous avez en fait, typiquement aussi ici, vous avez une période, vous avez ici un quart de période. Vous savez qu'une période, c'est proportionnel en fait à 2π. Donc le déphasage, ben, ça va être quelque chose qui va être proportionnel à ce retard. Et ce retard, ben, vous voyez tout à fait que ça va être moins. Alors on parle de retard, donc je rajoute le signe moins, 2π sur 4, et vous en déduisez brillamment que ce retard, c'est moins π sur 2. Donc la forme du sinus par rapport au cosinus, ben vous l'avez là. C'est un cosinus de pi f0t retardé d'une phase de moins π sur 2. Bon, ça c'est notion d'avance et de retard, vous aurez l'occasion de les revoir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une forme d'onde, CW, hein, est caractérisée par une amplitude, une fréquence et un déphasage. Ces trois paramètres-là vont permettre en fait de décrire la forme d'onde. Et là, bien évidemment, j'insiste, hein, on est encore sous une représentation qui est une représentation en fait temporelle. C'est exactement ce que je vous ai amené en fait sur ce transparent. Hein. Vous voyez, si je prends le cosinus, ben, il est caractérisé par une amplitude A, par une fréquence qui vaut f0 et un déphasage qui est nul. Le sinus, il va être représenté par une amplitude qui est identique, une fréquence qui est identique, et la seule différence que je vais avoir entre mes deux formes d'ondes CW, puisque là je suis encore avec des ondes CW, ça va être le déphasage. Alors la façon dont je peux représenter ça, c'est représenter tout bêtement, au lieu d'écrire une équation mathématique, ben, je vais représenter le comportement de A et le comportement de la phase en fonction de ma grandeur, qui est la fréquence. Ben, si je regarde là, à la fréquence F0, j'ai une amplitude de A, hein, pour les deux formes d'onde, et la différence, c'est qu'à la fréquence F0, pour le cosinus, la phase est nulle, tandis que pour la fréquence F0 dans le cas du sinus, la phase vaut moins 6π sur 2. Eh bien, on vient de définir en fait la représentation spectrale par rapport à la représentation temporelle. Alors, une représentation spectrale est composée de deux spectres. Un spectre qu'on appelle un spectre d'amplitude et un spectre de phase. Et c'est quoi ces spectres d'amplitude et ces spectres de phase? Ben, c'est uniquement la représentation de l'amplitude pour la fréquence, pour le spectre d'amplitude, et pour le spectre de phase, ben, c'est la même chose, sauf qu'on va représenter en fonction de la fréquence la valeur de la phase. C'est aussi simple que ça. Alors je peux prendre un exemple. Si je prends, allez, je vais revenir sur mon tableau blanc, je vais rajouter une page, je vais essayer de dessiner, alors je ne suis pas doué en dessin. Voilà. Donc là je vais, bien évidemment, hein, le temps, je vais représenter ici la représentation
temporelle. Je vais prendre en fait une forme d'onde, c'est-à-dire on va représenter ici une tension qui varie bien évidemment avec le temps. Cette tension, je vais être comme ça. Hein. Donc, bien évidemment, elle ne s'arrête pas, hein, elle continue tout le temps, elle est infinie. Je vais ici mettre des valeurs, 10 volts. On va supposer que la forme d'onde est symétrique, donc je vais avoir mon 10 volts ici. Et ici, en fait, je vais définir en fait sa période et je vais exprimer ça en nanosecondes. Je vais avoir une nanoseconde. Alors, déjà, ce que l'on peut assez facilement identifier, c'est que j'ai en fait une amplitude qui vaut ici 10 volts. J'ai ici une période qui vaut une nanoseconde. Donc ça, je peux assez rapidement revenir en fait à la notion de fréquence, de la fréquence F0. F0, c'est 1 sur T. Nanoseconde, je pense que vous le savez, c'est 1 sur la 10 puissance moins 9, ce qui va me faire ici 1 GHz. Là, je vous rappelle aussi que le gigahertz, c'est 10 puissance 9 Hertz. Donc là, vous êtes sur une fréquence d'un gigahertz. Alors, est-ce qu'on a une phase? Ben, vous voyez que là, j'ai référencé par rapport au cosinus. Il est maximum pour t égale 0. Donc, la phase, dans ce cas-là, vaut 0. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le spectre de ce signal, ben, ça va être en fait un spectre d'amplitude et un spectre de phase. Mon spectre d'amplitude, je vais porter sur cet axe-là l'amplitude, donc en fait, l'unité de ce spectre, ça va être des volts, et sur cet axe-là, l'axe des fréquences. Pour le spectre de phase, je vais porter sur cet axe-là, en fait, la phase, donc ça va être des degrés, alors ça pourrait être aussi des radians, on peut l'exprimer sur l'une ou l'autre grandeur. Pour nous, ce sera souvent des degrés. Et là, donc là, en fait, c'est des degrés. Bien évidemment, je pars de 0. Donc vous voyez que là, typiquement, ce que vous avez de chaque côté, c'est des variations en fonction de la fréquence. Donc là, l'amplitude vaut 10 volts pour la fréquence de 1 GHz. Ça va se traduire comment? Ça va se traduire par ce qu'on appelle une raie, à cette fréquence qui est 1 GHz, dont l'amplitude va valoir ici 10 volts. Même chose, le spectre n'a d'existence uniquement pour la fréquence qui est celle-ci. Donc là, la phase sera nulle pour la fréquence de 1 GHz. Et ça va constituer en fait ce spectre d'amplitude et ce spectre de phase va constituer la représentation spectrale en fait de mon onde qu'on a appelée CW. Alors pourquoi on l'appelle CW? Parce qu'elle a une seule raie en fait à une seule fréquence. Donc c'est le signal qu'on va le plus utiliser en fait pour mesurer des systèmes RF. Donc là vous avez déjà les relations, le passage du domaine temps au domaine fréquence. Vous voyez qu'on n'a fait aucune équation, rien, on a juste essayé d'identifier les paramètres qui permettaient d'identifier une forme d'onde. Je vais revenir un peu à mes slides, c'est ce que vous avez en fait sur ces transparents. Si on va un peu plus loin, on va essayer de voir un peu, parce que pour l'instant on n'a pas parlé de Fourier. Donc Fourier, c'est un physicien en fait qui est né en 1768 et qui est mort en 1830. En fait, globalement, il a travaillé, donc c'est un physicien, il a travaillé sur de nombreux problèmes, notamment des problèmes
de dilatation thermique, et c'est sur ces problèmes de dilatation thermique qu'il a établi toute une théorie de décomposition, et c'est ce qu'on appelle les séries de Fourier. Voilà, ça c'était un petit point historique, vous trouverez plein de choses. Alors qu'est-ce qu'il a dit tout bêtement? Il a postulé que à chaque fois qu'on avait une fonction périodique, donc une fonction périodique, je pense que vous savez tous ce que c'est une fonction qui se répète indéfiniment dans le temps, ben, il dit que cette fonction périodique, on peut la décomposer en série de fonctions de cosinus, on peut aussi lui associer des sinus, et c'est ce qu'on appelle les séries de Fourier. Donc, ça veut dire en fait que quelque chose qui est périodique, c'est en fait se traduit comme une somme de cosinus et de sinus, ou comme une somme de cosinus auquel je vais associer pour chaque fréquence un déphasage. Voilà. Je crois que le plus simple, c'est de revenir à une représentation un peu graphique. Bon, je vous fais grâce en fait de la partie mathématique. S'il y a un élément mathématique à se rappeler, c'est celui que je suis en train d'encadrer. Donc ça dit quoi? Ça dit, en fait, vous savez que c'est une somme. Donc en fait, si je réécris ça, en fait, je pourrais écrire S de t comme étant A0 plus ici A1 cosinus de pi F0t plus phi 1 plus A2 cosinus de pi de 2 fois F0t, donc la variable du temps elle est ici, plus un déphasage que je ne connais pas, et ainsi de suite, et ça s'arrête jamais. Alors vous voyez là c'est la forme mathématique de ce que vous avez ici, donc vous voyez que c'est une somme qui commence à 1, l'indice 1 ici, et les paramètres que je ne connais pas, ça c'est important de le voir, et qu'il faudra déterminer, c'est la valeur de A et la valeur de phi. Ça tombe bien puisque cette valeur de A et cette valeur de phi va constituer en fait tout bêtement ma représentation spectrale. Vous avez typiquement un exemple ici. Alors déjà, ici ce qu'on peut identifier, c'est que vous voyez que le signal est périodique. Vous voyez bien que là il se répète. Donc ça c'est bien évidemment la représentation temporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce signal qui est quand même assez compliqué, je peux le décomposer en plusieurs formes d'ondes. Une composante continue, c'est ce qu'on va appeler ici la valeur moyenne. L'unité, bien évidemment, sera des volts, et à chaque fois, ça sera des volts. Et différentes ondes CW, dont les fréquences seront des multiples de cette période. Si je définis ça comme étant la période, et si je définis comme F0 étant 1 sur la période, là vous aurez par exemple F0, vous aurez par exemple 2F0, vous aurez par exemple 3F0 et ainsi de suite. C'est ce que vous avez ici, 2F0, 3F0. Et bien évidemment, vous voyez qu'il y a, là je suis en fait sur quelque chose qui ressemble à peu près à un cosinus, donc là j'ai un angle phi qui est égal à 0. Vous voyez que là j'ai un déphasage, donc ça va donner lieu à phi 2. Vous voyez que là il y a encore un autre déphasage, ça va donner lieu à phi 3. Vous voyez que cette forme d'onde périodique, je peux la décomposer comme une composante continue et une somme d'ondes CW, d'ondes continues, qui sont des cosinus, exprimées à la fréquence du fondamental. Donc la fréquence du fondamental, c'est ce qu'on appelle F0. Ça va être F0, ça va être 2F0, ça va être 3F0, ça va être 4F0, ça va être 5F0, ça va être 6F0, et ainsi de suite. En toute théorie, ça ne s'arrête pas, mais bien évidemment, les amplitudes vont tellement diminuer lorsque je vais commencer les NF0 qu'on pourra les négliger. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris que c'était assez simple en fait pour faire le spectre d'amplitude. Donc là, c'est musculé, mais c'est pas sorti. Et le spectre de phase, puisque pour faire le spectre d'amplitude, c'est à la fréquence, la valeur continue et à la fréquence nulle, donc on est ici. Là, vous êtes à la fréquence F1, ça va être l'amplitude A1. À la fréquence qui est 2 fois le fondamental,
donc qui va être ici F2 qui correspond à 2 F0, ça va être la valeur de A2 et ainsi de suite. Et j'ai exactement la même chose, bien évidemment, vous allez retrouver, alors là, ça devrait être des raies, hein, et ça serait beaucoup plus joli. Et en finalité, le spectre d'amplitude et le spectre de phase, ben, je vais reconstituer l'ensemble de ces spectres. Donc, puisque j'ai une addition ici, les raies vont venir se positionner pour construire le spectre final que vous avez là, hein, où vous avez en fait les différentes caractéristiques de votre spectre. Donc, un spectre, il va être constitué, je vous l'ai dit en fait, d'un spectre d'amplitude, d'un spectre de phase. Là, on peut dire que le signal, il est constitué, si je reprends ici globalement, de 1, 2, 3, 4 raies. Il y a une composante continue qui vaut A0. Le fondamental, il est à la fréquence F0, il vaut A1. Et je vous rappelle que pour trouver cette valeur de fréquence, ben, il suffit... excusez-moi, j'ai perdu mon stylo, voilà. Je vais me remettre en rouge. Voilà. En fait, il est défini ici par T, et que F0, le fondamental, c'est 1 sur la période. Hein. Il va y avoir un harmonique de rang 2 qui est à 2F0, dont l'amplitude vaut A2, et un harmonique de rang 3 dont l'amplitude vaut A3. On peut faire la même analyse sur les éléments. Hein. Bon, là, vous avez le rappel, mais ça, je pense que c'est des choses que vous avez déjà vues en BTS ou en DUT. La définition que je viens de rappeler, ici, fondamentale, et là, harmonique de rang 2, harmonique de rang 3, valeur moyenne. Et vous voyez bien que l'axe, ici, c'est des volts, et ici, ça va être des degrés. Donc, on vient de voir comment on passe d'une représentation temps à un spectre d'amplitude. Alors déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que à chaque fois que vous allez avoir un spectre qui est constitué de raies, l'écart entre ces raies n'est pas n'importe comment, hein, puisque à chaque fois, vous ne pouvez avoir du signal qu'au fondamental et à n fois ce fondamental, donc vous ne devrez avoir que des raies localisées à des fréquences bien particulières. Eh bien, lorsqu'un spectre est constitué de raies, vous êtes en présence d'un signal périodique. Vous voyez que là, il n'y a que des raies, le spectre n'est pas continu. Donc là, vous avez bien un signal qui est un signal de type périodique. On va continuer. Ben, l'exemple type que vous avez là, c'est cet exemple-là. Donc, ces exemples-là, vous le retrouvez ici. Vous retrouvez trois quoi? Ben, vous retrouvez une composante que je vais appeler DC, qui est la composante continue, dont l'amplitude vaut 3, la phase est 0. Vous avez quelque chose à la fréquence F0. Ce quelque chose à la fréquence F0, ben, il n'y a rien devant le cosinus. Donc s'il n'y a rien devant le cosinus, ça veut dire que ça vaut 1. Et vous avez un déphasage qui vaut ici plus pi sur 2. À 2F0, vous n'avez rien, puisque l'autre signal que vous avez, c'est à 6F0. 6F0, 6pi F0. 6pi F0, c'est 2pi fois 3F0. Donc là, à 3F0, vous avez ici une amplitude qui vaut 1,5 et un déphasage qui vaut moins pi sur 4. Et vous n'avez rien derrière. Donc, si vous avez compris ce truc-là, on peut dessiner le spectre. Hein. Il va y avoir là aussi encore un spectre d'amplitude. Un spectre d'amplitude. Donc ici, je vais avoir les fréquences en Hertz. Alors là, je ne connais pas la valeur de F0, mais je pourrais donner une valeur numérique. Et là, l'amplitude, et cette amplitude est en volts. Je vais avoir ici le spectre de phase. Le spectre de phase, il est exprimé là aussi sur l'axe des X en une fréquence qui est une fréquence en Hertz. Et ici, un déphasage que je vais mettre ici en degrés. Et si je cherche à respecter ça, à la fréquence nulle, j'ai la valeur 3.
Donc ici j'ai 3, et j'ai une phase qui vaut 0. À la fréquence F0, j'ai ici une amplitude qui vaut 1, et une phase qui vaut plus pi sur 2. Alors plus pi sur 2, là je l'ai mis en radians, hein, donc petite radian degrés, hein, je vous rappelle que 2 pi radians, ça fait 360 degrés. Après vous établissez une règle de 3 que vous pouvez trouver, donc pi sur 2, ça va être typiquement 90 degrés. Donc là, je suis à 2 à F0. Non, je suis à F0, excusez-moi. J'ai fait une bêtise. Je suis à F0, voilà. Je vais repasser maintenant à 2F0. 2F0, l'amplitude est nulle. 2F0, vous n'avez pas de phase. De toute façon, si l'amplitude est nulle, il n'y a pas de notion de phase. Et vous avez un signal, CW à 3F0, dont l'amplitude vaut 1,5, et dont la phase va moins pi sur 4, moins pi sur 4, je mets ça en degrés, ça fait moins 45 degrés. Ici, on a le spectre d'amplitude. Ici, on a le spectre de phase. On vient de définir la représentation spectrale du signal que vous avez eu ci-dessus. Vous voyez que c'est assez simple. Alors après, je vais revenir en fait sur cette notion. Vous voyez que dans cette notion, je m'intéresse uniquement aux fréquences qui sont des fréquences positives. Là, en fait, j'ai des fréquences qui sont positives, c'est ce qu'on appelle le spectre monolatéral, unilatéral. C'est ce qu'on va voir par la suite. Et on peut aussi avoir une autre représentation spectrale où je vais représenter à la fois les fréquences positives et les fréquences négatives. C'est ce qu'on appelle le spectre bilatéral. C'est ce que vous avez ici. Le spectre bilatéral, fréquences positives et négatives. Spectre unilatéral, fréquence uniquement positive, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Là-dedans, je vais retrouver bien évidemment le spectre d'amplitude et le spectre de phase, et c'est vrai pour les deux. Et vous avez les méthodes de passage. Alors, le plus simple, c'est peut-être de reprendre l'exemple que j'avais précédemment. Alors, je ne sais pas si je l'ai évoqué tout à l'heure. Non, on va revenir. Alors, je vais revenir sur ce que j'avais tout à l'heure. On va en créer un autre. Ça sera l'occasion d'illustrer un peu mon propos. Alors, je vais rajouter une page. Je vais supposer que j'ai un signal de type U du T qui vaut 10 plus allez, 20 cosinus de pi f0t moins 45 degrés plus 1, 10 cosinus de ici 4 pi f0t comme ça. Ça, je vais en fait essayer de trouver en fait son spectre. Et on va commencer par ce que vous avez vu en fait. Ici, je vais représenter ce que j'appelle le spectre unilatéral. Et ici, le spectre bilatéral. Alors le spectre unilatéral, ça va être toujours la même chose. Hein. Je vais avoir le spectre d'amplitude. L'amplitude A exprimée en volts sur une fréquence qui est toujours positive. La fréquence est ici strictement positive. Et je vais avoir le spectre ici de phase avec là aussi une fréquence strictement positive. Et ici, le spectre de phase et que je vais représenter en degrés. Si je regarde la composante continue vaut ici 10 volts. Donc en fait,
Je vais représenter ici une raie à 0 Hz qui vaut 10. La phase, elle est nulle. J'ai quelque chose qui est en fait un fondamental. L'amplitude de ce fondamental vaut 20. Donc ici, on va avoir une raie dont l'amplitude vaut 20 et à la fréquence donc F0, la phase vaut moins 45. Donc à F0, j'ai moins 45 degrés. Et j'ai quelque chose qui vaut 4pi F0. 4pi F0, c'est 2 fois 2pi F0. Donc c'est l'harmonique de rang 2. Et là, dans ce cas-là, l'amplitude vaut encore une nouvelle fois 10. Et la phase, vous voyez, elle est nulle. Donc de F0, j'ai une phase qui est nulle. Je vais passer maintenant au spectre bilatéral. Alors je commence par le spectre unilatéral pour dessiner le spectre bilatéral. Le spectre bilatéral, il va être constitué toujours d'un spectre d'amplitude, donné en volts. Et du coup, là, l'axe des fréquences, vous voyez, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Et pour le spectre de phase, je vais dessiner exactement la même chose. Donc, moins l'infini, plus l'infini. Je vais partir de ce que j'ai ici. La composante continue, elle est exactement identique dans les deux spectres. Donc si elle est identique, en fait, j'ai ici 10 volts à la fréquence F égale 0. Et pour le spectre de phase, excusez-moi, pour la fréquence j'ai ici aussi 0. Alors là, je ne l'ai pas dit, bien évidemment, ici c'est le spectre de phase. Et vous allez retrouver quoi? En fait, je vais avoir là aussi quelque chose en F0, mais j'ai aussi quelque chose en moins F0. Et pour pouvoir conserver la même puissance, je vais tout bêtement diviser l'amplitude par 2. Donc le 20 divisé par 2, ça me donne 10. Et j'ai une symétrie par rapport à mon axe qui correspond à 10 volts à chaque fois. Et si je continue, vous avez compris que à 2F0, je vais avoir encore quelque chose, donc quelque chose à moins 2F0, quelque chose à plus 2F0. Et là, du coup, j'avais 10 volts, je vais diviser par 2, donc je retrouve 5 volts. Alors si je résume, la composante continue, celle qui est exprimée à 0 Hz, reste identique, et l'ensemble des autres traits est divisé par 2. Alors je suis passé dans ce sens-là, vous voyez bien qu'on peut passer facilement dans ce sens-là. Donc là, c'était vrai pour les spectres d'amplitude. Il y a la même chose en fait pour passer sur les spectres de phase. Pour les spectres de phase, pour la partie en fait des fréquences positives, je ne me pose pas beaucoup de questions, je recopie à l'identique ce spectre-là. Donc là, moins 45 degrés, et là, 0. Et pour les parties négatives, je vais quelque part symétriser par rapport au l'axe. Donc quelque chose qui était négatif ici, donc ici en F0, ici en 2F0, en moins F0, ça va devenir positif, ça devient plus 45 degrés. Et le 2F0, il vient de moins F0, et 0 ou moins 0, c'est sur le même axe. Et voilà, vous savez maintenant comment passer d'un spectre unilatéral à un spectre bilatéral sans aucune difficulté. C'est ce qui est exprimé en fait dans ces éléments-là. Composante continue, elle ne bouge pas, et l'ensemble des composantes est divisé par 2. Et pour la phase, vous avez cette symétrie. Donc là, vous avez une symétrie par rapport à un axe, et là, vous avez symétrie par rapport à un point. Vous voyez bien qu'on
pour trouver les différents éléments. On va pas tarder d'arrêter à la fin de la simulation. Ouais, voilà. Je pense qu'après, ça peut beaucoup. Voilà. Bon, là je reprends les différents points qu'on vient de voir. Il y a un point que je n'ai pas abordé mais que je vais vous donner puisque vous en aurez besoin en fait pour faire la partie TP, c'est la notion de puissance d'un signal. Alors on va revenir en fait là encore sur ton thermobas et cette notion de puissance. Alors cette notion de puissance, alors puissance une onde, c'est W. Alors on va la déployer dans le domaine temps. Dans le domaine temps, en fait, l'onde que vous avez, ça peut être un sinus, ça peut être un cosinus, ça peut être l'un comme l'autre. Alors je vais faire un truc qui est un déphasage. Hein. Alors là, vous avez la tension qui s'exprime dans le temps. Hein. Vous avez par ici encore la période. Hein. Et bien la puissance, et là vous avez en fait, je vais le faire d'une autre couleur, l'amplitude, enfin moins l'amplitude et plus l'amplitude. Hein. C'est-à-dire que le signal varie ici entre deux valeurs, A et moins A. Valeur catracrète d'ailleurs, c'est A et moins A, ça fait 2A. Bon, ça c'était un aparté. Et ben, la puissance se calcule comment? Vous l'avez sûrement vu. La puissance, c'est la valeur efficace et le au carré divisé par R0. Dans notre cas, R0, on verra pourquoi, c'est toujours 50 ohms. Donc ça, vous comprenez toujours 50 ohms. Si on prend la relation entre la valeur efficace et l'amplitude, bah, vous savez que c'était dit dans un des premiers slides, que c'est A sur racine de 2. Conclusion, la puissance d'un signal, ça va être quoi? Bah, ça va être U efficace, donc ça va être A au carré sur 2 R0. Voilà. Celle-là, vous en aurez sûrement besoin pour calculer la puissance d'un signal. Là, vous avez la puissance du signal. Et je pense que vous ne l'avez pas encore vu, donc je vais vous donner la relation. Cette puissance-là s'exprime en watts, bien évidemment. A, c'est en volts. Et R0, c'est en ohms. Alors après, pour passer d'une puissance en watts vers une puissance qui s'exprime en dBm, qu'est-ce que vous allez faire? P dBm, c'est égal à 10 fois le logarithme, et c'est pas le. Faites attention, hein, dans votre calculatrice, il y a deux logs. Il y a le log et le ln. C'est pas le ln, hein, c'est le log en base 10 de la puissance exprimée en watts divisé par 1, 10 puissance moins 3. Et ça vous donne une puissance qu'on va exprimer en dBm. Alors vous verrez, je vous dis ça parce qu'en fait, dans le TP que vous allez utiliser, les puissances sont souvent définies en dBm. Alors l'autre point que je voudrais aborder, bon là on est passé comme ça, si vous avez besoin de passer de P dBm à P watts, ben, en fait vous allez faire la forme inverse. Hein. Alors on va la mettre d'abord en milliwatts, ce sera beaucoup plus simple. Et bien P en milliwatts, ça va être 10 à la puissance P dBm divisé par 10. Hein. Bon, là je ne suis pas sûr que vous en ayez besoin. Celle d'en dessous, par contre, vous risquez d'en avoir un peu plus besoin. Donc c'est celle-là en fait, il y en a une à retenir, c'est celle-là. Et dernier point que je voudrais aborder avec vous, toujours dans cette notion de puissance. Donc là, je pense que c'est important de prendre note de ce que je viens de vous raconter. Et en fait, c'est là encore, si vous avez un spectre, je vais partir par exemple du spectre unilatéral d'amplitude qui est donné en fonction de la fréquence, hein, et ben en fait,
vous allez avoir une composante continue, une somme de raies exprimée à f0 de f0. Ici, vous allez avoir a1, a2, puis là le petit a0. La puissance de signal, ben, ça sera la somme des puissances de la composante continue, exprimée en watts, plus la somme, et l'exprimer en watts est hyper important, hein, parce que je ne peux pas sommer des puissances en dBm, exprimée à la fréquence F0, donc en fait que je pourrais appeler P1, plus la puissance P2, c'est-à-dire exprimée à 2 fois F0. Les puissances A1 et A2 calculées P1 et P2, bah, vous allez faire ce que je vous ai dit en fait, hein. A1 ou 2 élevé au carré divisé par 100. Et pour la composante continue, donc là il y a un petit truc, c'est qu'en fait, bah, vous allez prendre, ça va vous faire une puissance, donc le PDC, en fait, ça va être tout bêtement le A0 élevé au carré divisé par R0, c'est-à-dire A0 au carré divisé par 50. Ça, vous aurez l'occasion de l'expérimenter par vous-même. Donc là, vous voyez la différence, c'est que pour ces raies-là, je divise par 100. Pour cette raie-là, je divise par 50. Et c'est la somme du signal total, c'est la somme des puissances de chaque raie, à condition que ces puissances soient exprimées en watts et surtout pas en dBm. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Je vous remercie de votre attention. De toute façon, vous allez avoir en fait maintenant un TD qui va vous permettre en fait de compléter un peu ce que je viens de vous raconter. N'hésitez pas à revoir cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, j'ai peut-être raconté des bêtises, hein, ça m'arrive aussi. Donc n'hésitez pas à le souligner. Voilà, bah, je vous souhaite bon TP, bon TD.